احنا ما زلنا في برشلونة en fait mais on n'est pas في الموبايل وورد كونغرس مشينا في بقعة بعيدة شوية في برشلونة en fait مشينا لبرشلونة cable landing station pour parler du câble sous-marin Medusa. En fait ceux qui suivent THD il y a pas très longtemps la couverture d'un événement كبير برشا في تونس اللي هو le nouveau câble sous-marin entre Bizerte et Marseille avec le système de câble Medusa et c'était donc une cérémonie signée entre l'entreprise, parce que l'entreprise est différent, c'est AFRIX, Afrix Telecom. Voilà, Afrix Telecom qui détient Medusa et Tunisie Telecom. Et c'est avéré, en fait, Afrix Telecom, ils sont basés à Barcelone et on s'est dit, bah dis donc, on va venir bientôt visiter le Mobile World Congress, ça serait bien de visiter vos locaux. Et ben nous y sommes. Nous sommes très contents d'avoir avec nous Monsieur Damien Bertrand, directeur général adjoint de Medusa. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'accueil. Ahlan bi Barcelona. Ils parlent un petit peu en arabe. Chouette. En tout cas, là, on est là pour parler de Medusa, on parlait de ce système de câbles sous-marins. Mais avant tout, si vous pouvez nous parler un petit peu de cet endroit-là. C'est quoi le Barcelona Cable Landing Station? C'est qu'il y a des câbles qui arrivent ici? Exactement. Donc la Barcelona Cable Landing Station, la station d'atterrage de câbles sous-marins de Barcelona, est relativement neuve. Nous l'avons construite, elle est en service depuis 2022. Et elle est là pour accueillir des câbles sous-marins. C'est une évolution, je dirais. Avant, généralement, un projet de câble sous-marin, une CLS, une Cable Landing Station. Nous avons dessiné et construit cette Cable Landing Station pour 8 câbles sous-marins. Donc, c'est une solution complète qui démarre en mer avec déjà des routes marines dessinées et accordées, donc des concessions qui nous ont été accordées. On en a 8. Puis des chambres de plage à 800-900 mètres d'ici, qui sont doubles et, disons, quadruples, c'est-à-dire on a 2 chambres de plage pour ces 8 câbles. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le front hall, de la chambre de plage jusqu'à ici, la Cable Landing Station. Donc c'est des ducts pour les paires de fibres jusqu'à ce bâtiment que vous pouvez visiter. Et vous verrez qu'en dessous du niveau de la rue, on a les salles d'arrivée des câbles sous-marins. Puis au premier étage, nous avons 8 salles pour les 8 câbles sous-marins que nous pourrons héberger. Actuellement, il y en a 2 en fait. On a 2 câbles internationaux qui ont atterri depuis 2022 et qui sont ici installés. D'accord, qui sont la propriété de Afrix Telecom? Non, ce sont des tiers. Ah, donc vous pouvez gérer des câbles? Exactement. Tiers. Le but, c'est d'industrialiser les Cable Landing Stations pour donner ce service à d'autres câbles sous-marins qui atterrissent. Donc Medusa, évidemment, va atterrir ici, mais d'autres également. Et au-delà de la Cable Landing Station, ce qui intéresse les opérateurs, c'est d'avoir des paires de fibres entre la Cable Landing Station et les principaux data centers de la ville. Donc on a 45 km de fibre optique, un anneau en ville avec tous ces data centers. Et c'est de cette façon qu'on agit, que ce soit à Lisbonne. Autour de cet endroit-là, là où nous sommes. Oui, exactement. Autour de Barcelone. Oui, mais on fait la même chose à Marseille, on fait la même chose à Lisbonne. En Europe, pour les atterrissages dans plusieurs villes, on fait cette solution complète. Mais avant de continuer à parler de ce système de câbles, en fait, là, ce bâtiment est la propriété de Afrix. Oui. C'est ça? AFR-X. Voilà. Voilà. C'est quoi Afrix Telecom? Alors, Afrix Telecom, c'est un opérateur de télécommunications spécialisé dans la connectivité intra-africaine et Afrique-Europe. Donc, aujourd'hui, on a 18 filiales, essentiellement en Afrique de l'Ouest et centrale, mais on est en train de grandir à l'Est et au Sud. Et on donne des services de connectivité panafricaine à 3 types de clients. Les grands opérateurs internationaux qui ont besoin d'atteindre ces pays-là. Et ce qui est original, ce qui fait notre différence, c'est que dans beaucoup de ces pays où on a une licence, on fait le déploiement de fibre optique. Donc, on ne fait pas des milliers de kilomètres, mais on le fait pour atteindre les principales entreprises. Donc, on est en train de déployer de la fibre optique dans bon nombre de villes africaines pour pouvoir servir ses clients et la connectivité dans ce pays-là ou avec l'Europe. Donc vous faites un peu du backhauling même au niveau terrestre? Oui, on a une solution
terrestre d'abord et sous-marine. C'est pas nos câbles pour l'Afrique de l'Ouest ou centrale. On a des capacités à bord de câbles existants. D'accord. Et ça permet que vous alliez d'Afrique du Sud à Londres ou de Kinshasa à Paris ou Marseille, on est sur des fibres qui peuvent être on-net de bout en bout. D'accord. Et donc, vous gérez, si j'ai bien compris, Afrique Telecom gère des câbles sous-marins, mais aussi des câbles terrestres. Alors, donc, en gros, c'est ça. Sur les câbles sous-marins, on a des capacités à bord, on ne le gère pas entièrement. Alors Ouais, que Medusa, on le gère entièrement. Donc, en fait, Afrique Telecom a créé donc son propre câble, si j'ose dire, ou va lancer son propre câble, ou a lancé déjà son propre câble. Exactement. Donc, Afrique Telecom, c'est 2013, donc ça a une dizaine d'années, et on a installé tous ces réseaux terrestres, si je peux dire, plus compléments sous-marins. Et ça permet que des opérateurs aussi, je disais, il y a 3 types de clients, les opérateurs nationaux, mais on a beaucoup d'opérateurs africains qui sont sur plusieurs pays, et on leur fournit de la connectivité, ou des clients finaux. Donc ça, c'est Afrique. Ensuite, on a vu qu'en Méditerranée, il y avait un besoin de connectivité essentiellement Afrique du Nord, Europe du Sud. Et Medusa est le projet et l'entreprise qui répond à ce besoin. Puisqu'avant, prenons la Tunisie comme exemple, si vous le voulez, généralement, il y avait des câbles internationaux qui venaient d'Asie du Sud-Est jusqu'en Europe, avec quelques paires de fibres, et qui la proposaient à le Simiwicat, par exemple, et qui proposait aux différents pays d'avoir à bord une partie de la capacité. Ça, c'était la réponse aux besoins il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord ont une telle croissance de leurs besoins qu'une partie de capacité à bord de câbles internationaux ne suffit plus. D'accord. Donc ce qu'il leur faut maintenant, c'est des paires de fibres entières entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Et c'est ce besoin que Medusa est la réponse à ce besoin, tout simplement. Déjà, nous avons déjà le plan de ce câble-là. Si on va le montrer un petit peu, si vous pouvez venir par là, s'il vous plaît, et comme ça, vous allez nous montrer Très bien. le câble, d'où il part et comment ça fonctionne. Est-ce que tout ça, c'est Medusa? Ça, vous avez une vue d'ensemble de la configuration du câble Medusa en Méditerranée. C'est la première fois qu'un câble va avoir autant de pays interconnectés en Méditerranée. Nous avons 5 pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, Tunisie, Libye et Égypte. Et nous avons des pays d'Europe du Sud, Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Grèce et Chypre. Donc tous les câbles... La Jordanie aussi? Alors, on est en train de travailler pour rajouter la Jordanie, donc à travers le Sinaï, dans un anneau de fibres, jusqu'à Taba en Égypte, et ensuite un petit 15 km de câble sous-marin, on va atteindre Aqaba. Ça, c'est pas encore construit. D'accord. Mais c'est la première fois, je voudrais insister, que les 5 pays d'Afrique du Nord peuvent être interconnectés dans le même système de câble sous-marin. D'accord. Je pense que, il me semble d'avoir lu quelque part que ce projet-là est financé par l'Union européenne? Alors en partie, on a un soutien de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement, mais c'est la Commission européenne qui est derrière, et principalement pour un projet. Alors, ça s'appelle GÉANT. GÉANT, c'est le réseau européen de Research and Education Network, et donc chaque pays a cela, mais au niveau européen, c'est GÉANT. Au niveau nord-africain, chaque pays a son réseau national. Je crois que c'est CCK le centre de calcul Khwarizmi en Tunisie. En Tunisie. Donc nous, grâce au soutien européen, en fait, nous avons un point par pays où nous allons interconnecter la fibre qui sert pour ces écoles, qui sert pour ces universités, qui sert pour ces centres de recherche et de développement, et qui peuvent ensuite échanger avec ou l'Europe. Par exemple, il y a une université égyptienne qui travaille avec le CERN à Genève, donc ils ont besoin d'échanger des données, et ça leur permettra bien plus qu'aujourd'hui. C'est d'avoir une paire de fibres dédiée à eux seulement? Alors, pas à eux. Là, elle est partagée entre les 5. Elle est partagée. Exactement. Mais en tout cas, c'est comme si vous créez un réseau physique pour les centres de recherche. À l'international, nous ne travaillons pas dans chaque pays nord-africain, mais par contre, la bandwidth internationale, c'est celle-ci que nous amenons. Aujourd'hui, chaque pays a 1 à 10 gigas, pour vous donner une idée, et nous allons multiplier ça par 20 ou 30 au premier jour.
Donc c'est un changement d'air, si je peux dire. D'accord. Et techniquement, on peut faire remarquer aussi, ce qui est intéressant, c'est que nul besoin de passer par l'Europe pour échanger entre les universités ou les centres nord-africains. C'est-à-dire que si une université d'Égypte ou du Maroc avec une université tunisienne veut échanger, les données seront... C'est possible. Techniquement parlant, c'est une connectivité intra-nord-africaine. D'accord. Là, on voit très bien qu'il y aura bientôt... Ce câble n'existe pas, mais je pense que c'est à partir d'août de cette année que le câble il va arriver à Bizerte. Vous êtes bien renseigné, c'est-à-dire que la branche, on appelle ça le trunk, et ça c'est les branches qui vont. Voilà. Et la branche de Bizerte est fabriquée, c'est fabriqué par Alcatel Submarine Network, le fabricant européen, et va être installée, c'est prévu en août 2025, pour qu'on fasse les opérations d'atterrissage. Donc en ce moment on est en train de travailler à Bizerte pour préparer la Cable Landing Station, pour préparer les chambres de plage, pour préparer les conduites, pour que tout soit prêt quand le câble arrivera. Et le but, c'est de l'installer à la fin de l'été, et le but, c'est de le mettre en service à la fin de l'année. Très bien. Donc à la fin de l'année, vous aurez Bizerte, Marseille comme possibilité pour la Tunisie. On est bien d'accord qu'il y a plein d'autres câbles, dont notamment le CMUI 4 qui est en fin de vie, il y a par exemple le CMUI 6, etc. Mais je dois poser quand même la question, qu'est-ce qui rend ce système de câble Medusa meilleur que les autres câbles sous-marins? En fait, il y a une évolution... Est-ce qu'on peut comparer en fait? Oui, on peut comparer. Il y a des données objectives. Donc vous avez une évolution technique, par exemple. Nous avons 24 paires de fibres dans le trunk. Il y a quelques années, les limites étaient à 16, 14, 12 paires de fibres. Donc, et il y a 10 ans, on construisait 4, 6, 8 paires de fibres. Donc il y a une multiplication des paires de fibres. 24, c'est aujourd'hui le summum de ce qui sait se faire en câble sous-marin, puisque vous avez des répéteurs tous les 85-90 km. Donc il y a des limites techniques, mais il y a une évolution technique évidente. Deuxièmement, qu'est-ce qui différencie, si je peux dire Medusa, des autres câbles? Vous avez une évolution aussi au niveau de la propriété du câble. Très souvent, le CMUI 4 que vous avez mentionné est un consortium. C'est-à-dire que c'est X membres opérateurs qui faisaient un câble ensemble. Nous, c'est un private cable, c'est-à-dire qu'il y a un seul propriétaire, puis nous vendons les paires de fibres. Afrique Telecom en l'occurrence. Oui. Et ensuite, les utilisateurs ont leur propre paire de fibres. Donc, un consortium, il faut souvent prendre des décisions ensemble. Alors qu'ici, ensuite, chacun a sa paire de fibres et décide quand est-ce qu'il l'équipe, avec quel équipementier, etc. Donc ça, c'est une autre évolution. Je dirais aussi, Medusa se distingue par la façon dont on mène le projet. Généralement, vous confiez au fabricant, mettons ASN, un clé en main complet de tout cela. Et il y a des points qui sont très importants. On peut parler des concessions, du permitting. C'est nous-mêmes, on prend soin du permitting en Europe. C'est-à-dire qu'à Marseille ou ailleurs, ou à Barcelone, je vous ai dit qu'on avait les concessions, on le travaille à l'avance. Et notre but, c'est de faire le mieux possible parce qu'on va opérer ce câble 25 ans. Une fois qu'il est en service, nous, on va l'opérer pendant 25 ans. Donc quand on va atterrir à un endroit, on préfère prendre un peu plus de temps pour bien vérifier que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il va y avoir une extension du port ou ceci ou cela, et on se décale de quelques centaines de mètres. Donc on essaye de faire le mieux possible nous-mêmes pour toujours une vision très long terme. D'accord. Donc on est bien d'accord que ce câble-là, sa durée de vie, c'est 25 ans, ça peut arriver jusqu'à 30? Alors, après, ça va année par année, 25, 26, 27, mais le design life, tout est garanti pour 25 ans. Et après, oui, certains câbles durent quelques années de plus. On va se remettre là, pour se reposer un petit peu, surtout après 3 jours intenses au Mobile World Congress. En fait, je voudrais vous poser une question par rapport au démantèlement de ces câbles-là. En fin de vie, une fois arrivés en fin de vie, est-ce qu'on les coupe, on les enlève? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois arrivé en fin de vie, en fait, il y a une diversité de chaque pays a sa propre politique. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a une règle par pays, il n'y a pas une règle en Europe, par exemple, etc. C'est-à-dire, si on prend un exemple comme le Portugal considère qu'après 25 ans, il y a un écosystème qui s'est créé autour de ce câble. Et donc, finalement, aller le retirer va créer plus de dommages
qu'autre chose. Donc on n'y touche pas. Près de Marseille, récemment, il y a un très vieux câble qui avait quasiment 50 ans, donc il est resté, j'allais dire, 25 ans de plus que sa période d'utilisation et qui a été finalement retiré. Donc, il n'y a pas une politique, c'est chaque administration qui décide pour le moment sur cela. Il y a les menaces cybernétiques. La cybersécurité, ça c'est connu, tant qu'on est connecté à Internet, il y a des menaces d'attaque. Mais il me semble que les câbles sous-marins ont another level, un niveau supérieur comment dirais-je, de gestion de crise, de problèmes. C'est lorsqu'il y a des tensions géopolitiques et que quelqu'un décide de couper le câble pour créer un blackout. Est-ce que c'est une menace réelle? Est-ce de la science-fiction? Est-ce que c'est possible, pas possible? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Alors les menaces, vous parlez de cybersécurité, mais on pourrait parler de sécurité puisqu'en fait c'est physique. Ces câbles, c'est sur des milliers de kilomètres au fond de la mer, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. À partir de 1000 mètres jusqu'à la plage, on les enterre pour qu'ils soient mieux protégés encore. Mais après, ce qu'il peut y avoir, c'est, vous avez eu par exemple des éruptions volcaniques en Asie il y a quelques années, des earthquakes, ça peut aussi couper des câbles. Donc on a différents types d'agressions, si je peux dire. Vous avez aussi la possibilité d'encre. Une encre d'un bateau d'une certaine taille, de façon involontaire, généralement, on a des zones de protection. Vous avez un cône à Marseille de protection des câbles sous-marins et on doit normalement la route passer là. Et il n'y a pas le droit de pêche, il n'y a pas le droit d'ancrage. Mais si vous avez une tempête et que vous avez un tanker qui va dériver, il peut y avoir des dégâts. Donc en fait, nous, on essaye de protéger autant que faire se peut ces câbles-là, mais ils sont vulnérables, notamment à une action physique. Et la meilleure réponse, si je peux dire, c'est la multiplication des câbles. C'est d'avoir plusieurs câbles qui... La redondance crée une redondance entre une redondance, exactement. Si vous prenez la Tunisie, vous avez actuellement 2 câbles vers la Sicile, Didon et Hannibal, il me semble. Hannibal, oui. Vous avez le Simiwi 4, vous avez Pis et Medusa qui arrivent. Donc, j'allais dire, la multiplication des câbles, a priori, est la meilleure réponse face à cette menace. D'accord, très très bien. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il faudra créer aussi un câble entre les pays, disons entre les pays africains qui passent par le Sahara et tout ça? Est-ce que c'est une nécessité ou c'est juste ces câbles sous-marins sont suffisants? C'est-à-dire, quelle est votre idée? C'est-à-dire créer une sorte de dorsale entre les différents pays africains sur le terrestre. Alors en terrestre, en effet, ce que l'on voit, c'est qu'au sud, si je peux dire, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye, nous sommes présents dans plusieurs de ces pays. Aujourd'hui, la solution pour interconnecter avec l'Europe passe par un câble sous-marin, mais c'est de l'ordre de 150 millisecondes, c'est très très long. Donc il est évident que pour cette Afrique subsaharienne, la solution va être en terrestre jusqu'à ces pays que je viens de mentionner, et ensuite d'aller en Europe, ça devrait diviser par 2 la latence. Donc oui, ça va arriver. Alors est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Mais c'est logiquement un des prochains pas. Merci beaucoup. Je vous en prie.